Bonsoir, bonsoir à tous. Je vais laisser nos intervenants le temps de s'installer. Il y a eu une petite confusion d'horaire. Désolé de la petite attente. Nous nous retrouvons ce soir au Centre Pompidou pour la suite du cycle Enjeux internationaux que la BPI vous propose maintenant depuis plusieurs années. Et ce soir, nous consacrons notre session au thème du tourisme. Tourisme et mondialisation. Donc, comme vous le savez, ce cycle s'intéresse à la théorie des relations internationales, à la pratique des relations internationales et à différents domaines dans lesquels ces relations internationales sont questionnées, sont travaillées et évoluent. Christian Giraud, qui nous fait l'amabilité d'être présent ce soir, va être présenté un peu mieux par Marie-France et m'apprenait par exemple que cette question venait d'entrer au programme de l'agrégation. Donc, ça sera sûrement intéressant de l'écouter. Je vais donc laisser la parole à Marie-France Chatin de RFI. L'agrégation de géographie. De géographie, bien sûr. Oui, de géographie. Et je vais laisser la parole à Marie-France Chatin de RFI, qui anime l'émission Géopolitique, le débat, et qui va nous présenter l'intervenant et la thématique de ce soir. Bonne soirée. Merci infiniment et toutes mes excuses pour ce léger retard. Pour ce retard, tout simplement. Merci. Voilà, donc c'est un regard sur le tourisme que nous vous proposons aujourd'hui, le tourisme comme secteur stratégique avec un spécialiste de la question, Christian Giraud, qui est géographe et directeur de recherche au CNRS et auteur d'un dossier sur le tourisme paru récemment dans l'annuel Images économiques du monde sur le thème tourisme, nouveau secteur stratégique, avec cet ouvrage que Christian Giraud vous présente lui-même. Le tourisme regroupe un ensemble d'activités finalement de plus en plus diversifiées, dont les conséquences sont évidemment différentes, à commencer par économique sans doute. C'est vrai que le tourisme est un grand employeur. Conséquences financières, budgétaires, culturelles, sanitaires et environnementales. Il a beaucoup profité, le tourisme, ces dernières décennies, des remarquables progrès dans les transports ferroviaires, aériens bien évidemment, maritimes aussi. Et on était bien sûr très, très curieux de savoir quels sont les pays les plus visités, les grands pays émetteurs, récepteurs, les aléas majeurs qui pèsent sur le secteur, les risques, notamment le terrorisme. Nous allons parler de la croissance du secteur touristique dans le monde. Je parle sous votre contrôle, Christian Giraud, c'est 4% tous les ans. Pour ce qui est de l'année dernière, donc 2016, l'Organisation mondiale du tourisme a recensé 1,2 milliard de touristes. Ce que rapporte l'industrie touristique, c'est 9% du produit intérieur brut mondial, ce qui est, je crois, assez considérable. Une véritable manne dont beaucoup bénéficient, mais pas tout le monde, vous allez nous le dire. En tout cas, c'est certainement un secteur extraordinairement concurrentiel. Voilà un tout petit peu l'éventail déployé des thématiques que nous allons aborder. Et j'ai cette première question, Christian Giraud. Le tourisme, c'est combien de milliards d'euros ou de dollars? Je ne sais pas comment on peut, et avec quelle monnaie on parle de préférence. Comment expliquer la croissance du tourisme? Je redonne le chiffre donné en introduction, 4% par an. Depuis quand finalement? Et pour commencer, où se situent les débuts du tourisme? Ça fait 3 questions en une, Christian Giraud. Merci beaucoup et bonsoir. Merci pour votre introduction, pour votre présentation et pour votre introduction. Je crois que le tourisme, c'était un phénomène effectivement complètement moderne, mais qui a une certaine profondeur historique tout de même. Et il n'a fait que grandir. Et au XXIe siècle, on en voit au fond la diffusion mondiale. Il y a un aspect de mondialisation assez remarquable dans cette activité. Concernant la croissance, oui, c'est une croissance qui est régulière, on peut dire, sur au moins les 50 ou les 60 dernières années, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pratiquement jamais eu de recul du tourisme au niveau mondial. Il peut y avoir un certain infléchissement, un certain fléchissement des courbes au moment des conflits, bien sûr. Dans les zones de conflit, c'est évident. Les conflits interdisent la circulation, restreignent la circulation. Mais au niveau mondial, ça se sent relativement peu. On a regardé les statistiques après la guerre du Golfe. C'est vrai que la guerre du Golfe a constitué une petite entaille, on va dire, dans la courbe. La courbe, elle est vraiment ascendante, pratiquement régulièrement.
Évidemment, les événements de septembre 2001 ont constitué aussi, bon, l'année 2002 a été une année de recul, évidemment. Mais très vite, on voit qu'il y a une reprise de la courbe, ce qui fait qu'on dit à ce moment-là que le tourisme a un aspect de résilience, en quelque sorte. Il résiste à la crise, il résiste aussi aux événements, il résiste à des conflits aussi, comme les conflits du Moyen-Orient, le conflit de l'Irak, etc. Et donc il y a à chaque fois un aspect de quelque chose qui se maintient dans la durée. Et donc ce qui pose question, parce que je veux dire, pourquoi ça fonctionne si bien? Parce que je veux dire, quand c'est pas l'Europe qui soutient l'économie touristique, ça peut être les Amériques. Et puis, de plus en plus, il y a un certain basculement, on en parlera tout à l'heure, vers l'Orient, vers l'Asie, vers l'Asie-Pacifique, avec la Chine qui, d'une façon très très nette, et les chiffres le montrent bien, soutient l'économie touristique mondiale depuis une bonne dizaine d'années. Donc, alors, les chiffres que vous indiquiez sont tout à fait exacts, c'est-à-dire qu'en fait, c'est près de 10% du PIB mondial, et ça représente, alors là, on parle en trillions, on est en milliers de milliards de dollars, et c'est quelque chose comme 7 trillions ou 8 trillions. Donc les chiffres montrent vraiment une croissance vraiment très régulière. Entre 4 et 5% par an, c'est quand même très important, parce que la croissance dans nos pays, par exemple en Europe, elle est souvent entre 1, 2, 3%. Aux États-Unis ou au Canada, elle est souvent entre 2 et 4%. Vous voyez, même les économies qui ont vraiment des grandes croissances, bon, il y a eu des moments de miracle, c'est vrai, dans certains pays d'Asie, ou parfois en Amérique latine aussi. Alors là, ça montait à 4 ou 6%. Mais pour avoir une croissance régulière sur des décennies comme ça, c'est quand même tout à fait remarquable. Alors finalement, Christian Giraud, si les conflits, les guerres permettent une réorientation d'une certaine manière des destinations touristiques, finalement les plus gros à-coups, c'est peut-être au gré des crises économiques. Je pense à 2008. Oui, la crise financière. Oui, évidemment, la crise financière a des implications parce qu'il y a des problèmes, par exemple, sur les monnaies. Le tourisme est très dépendant de la valeur des monnaies. La question du change, vous le savez bien, puisque quand vous allez vous déplacer, vous allez dans un pays, vous allez acheter des monnaies, vous allez utiliser des monnaies internationales ou bien les monnaies locales. Et donc là, il y a un aspect de change qui est très important. Et donc les difficultés financières peuvent avoir des conséquences assez importantes sur les monnaies. Il peut y avoir aussi des contrôles d'échange dans certains pays. Donc, on a oublié, nous, en France, qu'on a eu malheureusement des périodes d'instabilité financière où on devait respecter un contrôle d'échange. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir accès à des devises aussi facilement que ça. Il fallait déposer de l'argent à la banque pour acheter des livres sterling ou des dollars, etc., ou des marques à l'époque. Donc, c'est des choses qu'on a oubliées. Alors, effectivement, le fait qu'on ait une monnaie commune en Europe facilite évidemment les échanges, par exemple, et le tourisme en Europe. Mais en gros, les monnaies, vous posiez la question des monnaies. Bon, en gros, souvent, on travaille au niveau des dollars, puisque c'est la monnaie internationale, c'est la devise qui sert au dépôt également. Donc, le dollar, l'euro, foncièrement, et on va dire de plus en plus le yuan, évidemment, qui n'est pas complètement convertible, mais enfin qui est quand même une monnaie assez stable et qui est utilisée en Asie, bien sûr. Alors Christian Giraud, vous nous avez donné quelques pistes, vous parlez du yuan. Oui. La Chine, c'est vrai, si elle contribue pour un tiers de la croissance économique mondiale, elle contribue pour 70% de la croissance mondiale du tourisme. Quelques mots sur la Chine et plus généralement, comment décrire la façon dont la carte du tourisme mondial s'est redessinée ces dernières années? Oui, alors je crois que c'est un phénomène assez frappant quand même, c'est la montée de la Chine sur la scène du tourisme international. Et aussi, on va dire, la Chine aussi est une puissance maintenant au niveau du tourisme intérieur.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir seulement le tourisme international. Donc, vous savez, le tourisme international, on le définit par les chiffres que nous donne l'Organisation mondiale du tourisme, qui a son siège à Madrid, qui est une organisation qui est reliée au système des Nations Unies, qui n'appartient pas vraiment à l'Organisation des Nations Unies, mais qui est reliée d'une certaine manière aux Nations Unies. Et alors, ils ont une définition qui est assez simple de ce qu'on appelle un touriste international. C'est quelqu'un qui franchit une frontière et qui va passer au moins une nuit dans un pays étranger. Donc, ça introduit donc la notion de voyage international. Et les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, c'est-à-dire plus d'1 milliard de voyages internationaux en 2016, 1,2 milliard, c'est quand même considérable, mais c'est des voyages, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des voyageurs, parce qu'une personne qui aurait voyagé 2 fois, 3 fois, elle est comptée 2 fois ou 3 fois. C'est-à-dire que si vous avez été en Allemagne, plus ensuite en Angleterre, etc., ou aux États-Unis, bah, vous êtes compté 2 fois, 3 fois, donc ça fait un peu moins de voyageurs, en quelque sorte. Alors, la Chine est apparue, en gros, sur la carte du tourisme international il y a une quinzaine d'années, on va dire. Et il y a des phénomènes qui sont assez importants. À l'intérieur de la Chine, déjà, la croissance industrielle de ce pays a fait que les salaires ont été augmentés progressivement. D'autre part, les jours de vacances ont été réglementés d'une manière plus précise. Ils ont ce qu'on appelle la semaine d'or. Ce sont les vacances de janvier, février. Vous savez, quand ils fêtent la nouvelle année chinoise, etc., ils ont des vacances à ce moment-là qui peuvent atteindre 1 semaine et peut-être même 2 semaines, où souvent la tradition est de retourner dans sa famille, de visiter les parents, les grands-parents, etc. Et souvent, ces gens-là sont originaires des zones rurales, puisqu'une grande partie des urbains chinois viennent des zones rurales. Donc, c'est un encouragement pour retourner visiter leurs parents dans les zones rurales et parfois à des distances considérables, puisque la Chine est un pays quand même de très grandes proportions, de très grandes distances, avec des très grandes distances. D'autre part, le tourisme international a démarré aussi à partir de la Chine parce que les Chinois avaient des moyens. Alors très souvent, évidemment, on a vu le système, en France en particulier, on connaissait bien le système des personnes qui venaient pour acheter des produits ici en France, des produits de luxe, qu'ils allaient revendre aussi. Alors ça c'est un aspect, si vous voulez, c'est effectivement un peu lié au commerce international, des petits commerces, des petits revendeurs, on va dire, qui vont en profiter de la différence de prix entre des produits de luxe qu'on peut acheter ici sur les grands boulevards, dans les grands magasins, et le prix qui est celui qui est à Shanghai ou à Pékin ou à Hong Kong selon le cas. Mais ça, c'est un aspect seulement. Cet aspect est assez important tout de même, parce qu'on voit par exemple qu'il y a beaucoup de personnes qui vont au Japon pour acheter du matériel japonais, du matériel audio, visio, ordinateur et autres, qui vont à Hong Kong, mais Hong Kong appartient à la Chine, vous savez, mais avec un statut spécial, pour acheter des ordinateurs Apple, qu'on trouve moins facilement sur le territoire continental. Mais il y a aussi des touristes, des touristes qui font du tourisme de loisirs, hein, comme tout le monde. C'est-à-dire qui vont en Thaïlande, qui vont au Vietnam, qui viennent en Europe occidentale pour visiter les sites, pour visiter Paris, pour visiter New York, etc. Le tourisme finalement commun. Donc c'est ça qui a fait qu'il y a un volume, étant donné la masse chinoise, la masse de la population chinoise. C'est quand même le premier pays du monde, pour quelques années encore, parce que l'Inde va rattraper la Chine au point de vue de la population totale. Mais pour l'instant, c'est encore le plus grand pays du monde. Il a un pouvoir maintenant économique, un pouvoir d'achat assez important qui lui permet... et quelques vacances aussi, qui sont moins importantes que les vacances que nous avons en Europe ou surtout en France, évidemment, mais des périodes de vacances qui leur permettent de voyager. Et donc, c'est ça qui a fait ce démarrage du tourisme avec des phénomènes qu'on connaît. En fait, c'est les phénomènes de découverte touristique. C'est-à-dire que les gens ont entendu parler, mettons, de Paris, de la Tour Eiffel, etc., et ils veulent le voir. Il y a un aspect de mimétisme. On avait vu ça, par exemple, dans les années 80, dans les années 90, quand il y avait eu la libéralisation des pays d'Europe de l'Est, etc. Les touristes venaient de Pologne, venaient des pays d'Europe de l'Est pour visiter la France, parce qu'ils voulaient voir réellement, avoir cette expérience
humaine, en quelque sorte. On va poursuivre avec le tour du monde des grandes destinations touristiques, mais j'ai cette question avec ce que vous évoquez à l'instant, Christian Giraud. Finalement, qu'est-ce que l'on recherche dans le tourisme? Oui, alors ça c'est la grande question, parce que c'est un peu un mystère, si vous voulez. Parce qu'on est dans un monde qui est très connecté. On se dit qu'on peut regarder ce qui se passe à Pékin sur notre ordinateur, sur notre téléphone portable, etc. On peut être en communication avec quelqu'un qui est à Pékin, quelqu'un qui est à Vancouver, etc. Mais il reste le besoin de voir par soi-même, in situ, les choses. Alors ça, c'est un peu le mystère. C'est le mystère du contact humain et aussi le contact personnel avec... on va dire par exemple les objets d'art dans les grands musées, dans les musées, avec une rivière, un fleuve, une expérience sportive. Et ça, c'est humain. Enfin, c'est aussi ce qui justifie, c'est le fait que vous allez ensuite en parler à vos amis, en parler à votre famille. J'ai été là. Voyez mes photos, vous montrez vos photos, etc. Donc il y a tout ce... Vous allez faire un cahier de voyage, un carnet de voyage, vous allez en parler à votre famille, vous allez le partager. Et donc c'est une expérience humaine que tous les humains, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Asie, etc., veulent avoir un jour. Alors, c'est quelque chose qui appartient au monde moderne et c'est une activité qui, effectivement, est faite de mobilité, de contact avec des humains et de contact avec des territoires et qui entraîne effectivement des aspects économiques, éventuellement des aspects politiques aussi, qu'on va parler tout à l'heure. Donc, c'est un peu le mystère quand même de cette activité. Donc, expérience et ressenti, expérience humaine. Ouais. J'en reviens à la carte du tourisme mondial et la façon dont elle s'est redessinée, cette carte, Christian Giraud. On a parlé de la Chine. Alors, c'est vrai qu'à l'exemple de l'économie mondiale, ce qu'on peut dire, c'est que le centre de gravité du tourisme s'est aussi déplacé vers l'Asie. Qu'est-ce qui se passe sur les autres continents? Je pense à l'Amérique, à l'Europe, à l'Afrique. Et au bassin méditerranéen, il y a peut-être quelque chose à dire en particulier sur ce bassin méditerranéen. Oui, alors donc il y a un basculement vers l'Asie-Pacifique, mais alors c'est progressif bien sûr. Il reste que l'Europe est quand même le continent qui reçoit le plus de touristes, qui émet le plus de touristes et qui reçoit le plus de touristes, d'une façon globale, puisqu'en fait, quand vous parlez de l'Europe, vous parlez quand même d'une trentaine de pays, etc., qui ont chacun leur tradition et qui ont leur potentiel touristique. Donc, en fait, le tourisme est quand même né en Europe. On va dire, bon, c'est vrai qu'il y a des collègues parfois qui sont sinisants ou japonisants qui nous montrent qu'en prenant des textes anciens, si vous voulez, des périodes reculées, qu'il y avait peut-être du tourisme au Japon vers des sanctuaires, peut-être dans le milieu du Moyen-Âge, vous voyez, dans des périodes assez reculées. En Chine aussi, il y avait des voyageurs qui franchissaient des distances considérables à pied, des poètes en particulier, des hommes de lettres, et ou des artistes qui avaient vraiment parcouru une grande partie de la Chine à certaines époques assez reculées. Ceci dit, le tourisme tel qu'on le définit, c'est-à-dire cette expérience de voyage assez organisée, et de contact. D'abord, le mot est anglais. Vous savez que l'origine, c'est un mot qui vient du français, mais qui est passé par l'Angleterre. C'est le grand tour que faisaient les jeunes aristocrates britanniques, anglais, qui consistait à une sorte un peu se déniaiser en Europe, en particulier en France et en Italie, et visiter les grands sites, Paris, Rome, Naples, etc., et éventuellement pousser jusqu'en Grèce, etc. Et ça, le tourisme est né au XVIIIe siècle. Voilà. Et donc les racines du tourisme sont quand même très profondes dans nos pays. En France, le tourisme est né au XIXe siècle, en gros, avec déjà
les chemins de fer, avec les stations balnéaires, avec les stations thermales. Le thermalisme s'est développé d'une manière très très importante dans la deuxième moitié du 19e siècle. Les stations balnéaires également étaient florissantes à la fin du 19e siècle. C'est des périodes quand même assez reculées. Enfin, ça fait déjà 150 ans, facilement. Donc, vous voyez, on a des traditions de tourisme, en particulier dans notre pays. Il n'est pas besoin de rappeler, par exemple, les guides Michelin. D'abord, le pneu Michelin, les guides Michelin, les routes nationales, les routes départementales, toute cette organisation du tourisme, avec les guides aussi concernant les restaurants, les hôtels, les hébergements, les offices de tourisme, les syndicats d'initiative, toute une organisation du tourisme qui est quand même très importante dans notre pays, mais qu'on retrouvait assez facilement en Allemagne, en Angleterre, avec les associations d'automobilistes, par exemple, dans ces pays-là. Donc, vous voyez, le tourisme qui était au départ un phénomène aristocratique, donc né vraiment dans l'aristocratie, devient un phénomène de bourgeois, en bourgeoisie, qui devient un phénomène de masse à travers la bourgeoisie, enfin une certaine bourgeoisie, et de plus en plus en direction des classes moyennes, et finalement un tourisme qui se démocratise dans le milieu du XXe siècle avec ce qui est bien connu chez nous, les congés payés, le changement drastique des années 1930, 1940, 1950 surtout, avec déjà un début de tourisme de masse dans nos pays. Donc, pour résumer, le tourisme est très bien implanté dans les pays d'Europe et il attire aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, pour les Américains, pour les Canadiens, pour les Latino-Américains, voyager en Europe, c'est une expérience enrichissante, c'est une expérience qui est relativement facile parce que les routes sont bien tracées, les guides sont connus, il n'y a pas d'obstacle particulier, si ce n'est l'obstacle de la langue. Mais l'obstacle de la langue, il est maintenant relativement relatif parce que ce qui existait autrefois comme obstacle de la langue, maintenant on a une lingua franca qui est un peu l'anglais. Pour le tourisme, vous savez, le basique, l'anglais basique, hein, pour se restaurer, pour trouver un hôtel, pour trouver et puis aussi, évidemment, avec les instruments de communication, les instruments de communication de masse, l'informatique en particulier, dont on parlera tout à l'heure. Donc, l'Europe reste le principal pôle. Et derrière, donc, l'Asie-Pacifique arrive maintenant en deuxième position, nettement, avec les places fortes. Donc, c'est la Chine. La Chine est un pays extrêmement riche par son potentiel touristique, pour sa civilisation millénaire, bien entendu. Le Japon est également un pays extrêmement bien doté au point de vue touristique et les Japonais voyagent énormément. Et cette diffusion du tourisme en Asie-Pacifique va se déployer, on va dire, dans toute la région, en particulier sur l'Asie du Sud-Est. Des pays comme le Vietnam maintenant, comme la Thaïlande, la Birmanie, les Philippines, bien sûr, avec parfois des problèmes de sécurité dans les Philippines. Malheureusement, c'est un pays qui est un peu en guerre en ce moment. Il y a des conflits dans le sud des Philippines. Mais des pays de ce genre, effectivement, ça pourrait être la Nouvelle-Guinée, la Papouasie, la Nouvelle-Guinée, ça pourrait être alors l'Australie, Nouvelle-Zélande, ce pays qui sont dans l'hémisphère sud, mais qui participent de l'Asie-Pacifique d'une certaine manière. Donc, avec beaucoup d'attrait, beaucoup de potentiel touristique. Ce sont des pays qui eux-mêmes génèrent des touristes parce qu'ils ont un niveau de vie très élevé, Australie, Nouvelle-Zélande, qui vont se déplacer de préférence en Asie-Pacifique parce que c'est plus proche pour eux, mais qui aussi visiteront éventuellement le Canada, les États-Unis et d'autres pays, les pays européens. Donc l'Asie-Pacifique, très puissant vraiment. Alors derrière, évidemment, on va trouver les Amériques. Les Amériques, c'est quand même plutôt l'Amérique du Nord. Donc les États-Unis restent le premier pays du monde par le nombre de visiteurs, et aussi par les revenus tirés du tourisme. C'est important quand même, les États-Unis. On le voit, alors avec des pôles évidemment. Les États-Unis, c'est pas l'ensemble des États-Unis, mais c'est un certain nombre de pôles qui sont des pôles majeurs. On va dire la Californie, par exemple. On va dire New York. On va dire Miami et la Floride.
Voilà, c'est des pôles extrêmement importants qui drainent des touristes du monde entier. Et évidemment, on va adjoindre aux États-Unis le Canada, qui a un gros potentiel touristique, qui est d'abord un pays immense. Le Canada, c'est quand même le deuxième pays par la superficie dans le monde, après la Russie. Donc avec évidemment des conditions climatiques particulières, très, très rigoureuses, mais qui est un pays très intéressant, en plus un pays sûr. Les Caraïbes, j'adjoins aussi la partie sud des États-Unis. Au sud des États-Unis, on trouve le bassin Caraïbe. Le bassin Caraïbe, c'est une zone aussi très intéressante parce que c'est une zone où le tourisme s'est développé très tôt. On retrouve en fait le début du tourisme international dans les Caraïbes, en Jamaïque, à la fin du XIXe siècle, où il y avait des paquebots qui emmenaient là aussi des aristocrates, on va dire, ou des gens très aisés, qui emmenaient des gens, des Anglais, en Jamaïque pour passer la saison en Jamaïque. Ils passaient 2 mois, 3 mois en Jamaïque, ou parfois la Dominique, parfois Antigua. Vous voyez, dans les îles qui étaient des colonies anglaises à l'époque, bien entendu. Et on retrouve aussi quand même un développement touristique assez important au début du XXe siècle à Cuba. Cuba était devenu une sorte de zone touristique pour les riches américains, où ils trouvaient les cigares, tout ce qui est bien connu dans le folklore cubain, les boîtes de nuit, les danses, la rumba, etc., etc. Et la prostitution aussi, bien sûr. Le jeu est un attrait très important pour les Américains. Les Américains sont des joueurs, comme les Chinois d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner la question du jeu. Les casinos, c'était un des attraits aussi très important dans la zone en Chine, autour de la Chine en particulier, du côté de Hong Kong et de Macao. Merci de souffler. On retrouve le jeu à Porto Rico, extrêmement important, comme il existait à Cuba avant la révolution cubaine. On retrouve des casinos un peu partout dans les Caraïbes, de toute façon. C'était aussi quelque chose qui était associé au tourisme balnéaire, très souvent. Les gens venaient pour se baigner, pour s'amuser, pour aller dans les boîtes de nuit et pour jouer. 2 pays que vous n'avez pas mentionnés en ce qui concerne l'Amérique latine, Christian Giraud, c'est le Mexique et le Brésil. Oui, voilà. Alors, pour l'Amérique latine, le Mexique est un fort pays touristique. C'était vraiment un pays très, très important parce qu'il recèle des sites du patrimoine mondial de l'humanité. Je crois que c'est un des pays qui a le plus de sites sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité qui est affiché par l'UNESCO. Et en fait, c'est un très grand pays touristique qui pourrait recevoir bien davantage de touristes qu'il n'en reçoit. Il reçoit de l'ordre de 25 millions de touristes, c'est quand même assez important. Bien sûr, c'est le premier pays d'Amérique latine pour le nombre de touristes, de loin. Mais je pense que le potentiel pourrait être beaucoup plus important, certainement à 50 ou 60 millions, s'il n'y avait pas l'insécurité qui existe malheureusement dans beaucoup d'États mexicains, avec tout ce qui est connu par les faits divers, par la criminalité rampante, les gangs, les cartels qui commettent des crimes horribles avec des débauches de sang et de violence. Donc le Mexique est un pays très puissant, très bien organisé depuis longtemps d'ailleurs, en fait, on peut dire depuis presque une centaine d'années, avec quelque chose qui est bien organisé, en particulier, je dirais, dans le monde maya, dans la région du Yucatan, Quintana Roo, Cancún, qui est un pôle important, mais qui à la fois contient la partie balnéaire et la partie découverte des sites archéologiques du monde maya, le monde maya s'étendant non seulement sur le Mexique, mais aussi en partie sur l'Amérique centrale, puisque ça concerne le Guatemala, le Salvador, et en partie le Honduras et le Belize également. Donc ça, c'est un point très fort. Alors en Amérique latine, il y a d'autres pays qui sont importants, effectivement, le Costa Rica, en Amérique centrale, qui a un tourisme plutôt tourisme vert, tourisme de nature,
Écotourisme, on utilise souvent ce terme-là aussi. Écotourisme, c'est-à-dire un tourisme qui respecte la nature et qui développe en particulier les randonnées touristiques, les visites des volcans, puisqu'il y a des volcans assez importants et assez intéressants au Costa Rica, les parcs naturels, les parcs nationaux qui sont bien préservés au Costa Rica, mais il n'y a pas que le Costa Rica, le Nicaragua, le Panama ont des parcs nationaux qui sont remarquables. Alors en Amérique du Sud, l'Amérique du Sud, ce sont des pays extrêmement vastes, et c'est vrai qu'on a quand même l'impression que ce sont des zones qui pourraient avoir un potentiel considérable. Par exemple, le Chili développe quand même pas mal de tourisme, et il y a un tourisme assez fort au Chili. Par exemple, dans le nord du Chili, dans la zone d'Atacama, qui commence à être très connue pour ces sites touristiques qui sont remarquables. Il y a également même du tourisme scientifique dans la région de l'Atacama, puisqu'il y a des observatoires astronomiques que l'on peut visiter, que les touristes peuvent visiter dans certaines circonstances, et beaucoup de choses très intéressantes sur le plan de l'environnement naturel. Le sud du Chili également, avec les glaciers qu'on retrouve dans le sud du Chili, les populations indigènes aussi. Vous voyez, donc il y a un potentiel considérable dans ces pays-là. Cependant, on va remarquer que peut-être la fréquentation n'est pas en rapport avec ce qu'on pourrait attendre. Voilà, en gros. Pour le Brésil, on a peut-être entre 7 et 8 millions de touristes par an. Ce n'est pas tellement énorme pour un pays qui est quand même énorme, qui est extrêmement vaste et qui recèle des richesses considérables, l'Amazonie, on va dire les chutes d'Iguassou, etc. Bon, le tourisme est quand même relativement cantonné dans la zone de Rio. Et là encore, l'insécurité, la criminalité vont freiner le tourisme. D'autre part, il y a quand même la question de la distance aussi pour les zones latino-américaines, parce que on parle de quelques milliers de kilomètres par rapport à l'Europe. C'est quand même des zones qui sont très, très éloignées. Alors j'ai 3 questions pour suivre, Christian Giraud, parce que j'aimerais qu'on parle de la Méditerranée et finalement de la refondation de l'économie touristique en Méditerranée, peut-être particulièrement au sud de la Méditerranée, mais pas seulement. Donc ça, c'est une question. Il y a, et on l'a bien senti, et on le sent finalement, une sorte de... Enfin, voilà, finalement, quel est le pays qui est la première destination touristique au monde? On est dans le bassin méditerranéen. Entre la France et l'Espagne, j'ai trouvé que les chiffres étaient assez... Voilà, et que il y a une rivalité, là, selon les portes d'entrée, on trouve l'un ou l'autre. Oui, il y a une rivalité. Alors, parce que ça dépend si on regarde le nombre de touristes ou si on regarde le produit apporté, enfin le revenu apporté par les touristes. Et je crois que l'Espagne dépasse la France pour le revenu. Et ça s'expliquerait parce que les touristes demeurent plus longtemps en Espagne, ils font des séjours plus longs. Et comme ils font un séjour plus long, ils vont dépenser davantage, si vous voulez. Alors qu'en France, apparemment, le séjour des touristes, le séjour moyen du touriste est plus bref. Et il y a en particulier un phénomène en France, c'est qu'il y a beaucoup de touristes qui traversent la France, parce qu'ils font des étapes relativement brèves, relativement de 3-4 jours à Paris, ou ensuite 2-3 jours, disons, sur la Côte d'Azur, mais qui ne résident pas. Alors qu'en Espagne, c'est plutôt un tourisme un peu résidentiel sur les côtes. Alors, est-ce que finalement, on a des questions à se poser nous-mêmes, nous, Français, Christian Giraud, sur le fait que les touristes ne restent pas aussi longtemps qu'en Espagne, en dehors du soleil? Pour garder nos touristes, en fait, c'est un peu ça l'idée. Oui, bien sûr, c'est un problème. Parce que... si vous voulez, en France, on a des moyens de transport qui sont extrêmement rapides. Bon, en gros, vous voyez, vous avez par exemple les touristes qui traversent typiquement le territoire français. Ce sont les touristes qui viennent de Belgique, de Hollande et qui vont en Espagne ou au Portugal. Et ces gens-là, ils vont traverser les frontières, ils vont passer en France, ils vont peut-être passer 1 nuit, 2 nuits en France, mais ils vont se rendre en fait sur la Costa Brava, ou ils se rendent à Lisbonne, au Portugal. Ils sont en transit. Ils sont en transit. En fait, c'est pas vraiment un séjour de longue durée. Bon, ils vont consommer un peu, mais ils vont pas consommer beaucoup. Alors voilà, c'est un peu l'objectif, ça serait effectivement d'avoir des gens qui restent plus longtemps dans nos provinces. À Paris, c'est pas le problème, parce que à Paris, on a déjà
une fréquentation qui est au niveau de 25-30 millions de personnes. Et je veux dire, de ce point de vue-là, on sait que le produit attire, il peut y avoir des difficultés, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez, avec le problème de la massification du tourisme éventuellement, c'est un problème qu'on pourrait évoquer. Mais par ailleurs, il y a des régions qui sont des régions, bon, il y a des régions touristiques qui sont des régions touristiques importantes. D'autant qu'en France, comme je disais tout à l'heure, on a un tourisme intérieur qui est très développé et depuis très longtemps. La Bretagne est une région touristique. La Normandie est une région touristique. Ce sont des régions touristiques très bien développées. Mais on a des régions intérieures qui sont moins développées. On va dire par exemple le Poitou ou les Charentes ou on va dire les régions du centre de la France. Encore, vous avez la vallée de la Loire qui attire énormément les touristes, mais peut-être justement pour un séjour bref. C'est-à-dire pour une visite d'un château, des châteaux, on fait 2-3 châteaux dans la journée. À partir de Paris, on peut le faire. 2-3 châteaux dans la journée, c'est un peu la course. Bon. Voilà. Donc, ça serait pour faire apprécier davantage les choses. Alors que les Espagnols, ils ont peut-être le fait que, bon, peut-être les prix sont peut-être plus bas aussi en Espagne. Tout est évalué maintenant, puisqu'on a l'euro. On peut voir le prix d'un séjour comparé à un séjour en Espagne. On sait très bien que la restauration en Espagne est en gros, on va dire 20%, 25% moins cher qu'en France, en moyenne, en gros. Alors évidemment, il faut comparer Paris par rapport à Madrid ou Paris et Barcelone, et puis comparer une zone touristique française et une zone touristique espagnole. Et on sait qu'on va consommer, bon, un menu va se trouver à 10 ou 15 euros en Espagne moyen, alors qu'on va être plutôt entre 15 et 25 euros en France, bon, pour vous donner un peu des ordres de grandeur. Et donc, à ce moment-là, c'est moins cher, donc peut-être on va rester plus longtemps, on va pouvoir consommer davantage. Et de même pour les entrées dans les bars, les boîtes de nuit, etc., etc. Il y a des points très forts en Espagne. Vous avez, par exemple, les Baléares. Les Baléares, c'est vraiment un point très fort du tourisme espagnol. Barcelone est un point très, très fort. Madrid, la Costa del Sol, la Costa del Levante, vous voyez, c'est comme l'Andalousie, Séville, ce sont quand même des points très très forts du tourisme en Espagne. Et on comprend, d'une certaine manière, des sanctuaires aussi, Santiago par exemple, Santiago de Compostelle. Bon, bien sûr, en France, on a Lourdes, on a des sanctuaires aussi, bien entendu. Mais vous voyez, il y a effectivement une force du tourisme espagnol sur un territoire qui est quand même un peu moins grand que la France. Et une organisation touristique tout à fait efficace. Alors on dit beaucoup que l'Espagne a bénéficié d'une certaine manière de la situation un peu critique que connaissent d'autres pays du bassin méditerranéen. On en vient à une question essentielle pour le bon fonctionnement du tourisme, Christian Giraud, c'est la question de la sécurité. Des pays comme la Tunisie, le Maroc dans une moindre mesure, la Turquie pâtissent des attentats qui ont eu cours à des moments différents dans ces pays ces dernières années. Oui, en fait, pour la Méditerranée, la région de la Méditerranée, on peut avoir une substitution de destination assez facile, puisqu'en fait, les gens maintenant prennent un peu leurs décisions au dernier moment, malheureusement. Ils utilisent beaucoup les agences de voyage traditionnelles, mais aussi ils utilisent beaucoup les plateformes numériques pour acheter leurs billets, acheter leur séjour touristique. Et effectivement, les attentats ont eu un effet, qui sont très médiatisés, ont eu un effet dramatique sur les destinations touristiques, en particulier des destinations que vous signaliez, la Tunisie. La Tunisie a vu pratiquement sa fréquentation touristique divisée par 2. Hein, c'est à peu près de cet ordre-là. L'Égypte, ça a été réduit par 2 aussi. Ça a été divisé par 2. Donc on est passé de 8 ou 9 millions à 4 ou 5 millions, vous voyez, en gros. Et pour l'Égypte, c'est un peu plus important encore. Mais c'est dramatique, hein, parce que, bon, on l'a bien vu dans les reportages qui ont été présentés à la télévision, et des stations ont été désertées à un moment donné. Bien sûr, il y avait eu des attentats extrêmement graves. Et même à Tunis, il y a eu des attentats. À Istanbul, il y a aussi donc, la Turquie, qui était une destination qui était très forte récemment. La Turquie est une destination qui a été quand même... qui s'était fortifiée dans les 20 ou 30 dernières années, qui était devenue
d'une grande concurrence par rapport aux destinations traditionnelles qui sont l'Italie, la Grèce et l'Espagne, bien sûr. Donc équivalente, tout à fait équivalente par les caractéristiques des balnéaires. Pour ce qui est du balnéaire, c'est-à-dire qu'en fait c'est la même Méditerranée, c'est la même eau, c'est la même température, c'est les mêmes, on va dire, environnement sur le plan y compris, on va dire, culinaire, avec des produits frais, des restaurants qui vont vous donner envie de consommer, etc., dans une ambiance tout à fait estivale, avec la chaleur de l'été, etc. Et donc, c'est des pays qui ont été très, très affectés. Et donc, effectivement, dans les dernières années, on a vu des changements de destination, c'est-à-dire des transferts de la Turquie vers la Grèce ou de la Tunisie vers l'Espagne, les gens préférant les Canaries, préférant les Baléares à un voyage à Tunis. Et les prix, c'est vrai que les prix étaient peut-être un peu moins intéressants, si vous voulez, peut-être un tout petit peu plus cher, mais finalement, les gens ont décidé de changer leur destination. Pas tous, heureusement. On va garder quand même des destinations qui sont des destinations appréciées, comme le Maroc, et qui peut-être a moins souffert des attentats, qui est plus une destination, on va dire, traditionnelle aussi pour les Français, en particulier. Le Maroc se maintient assez bien, je pense, par rapport aux autres destinations que j'ai citées. On va dire, il y a des possibilités il y a un choix en réalité, et les agences de voyage aussi jouent là-dessus, bien sûr, entre toutes les îles de la Méditerranée, la Sicile, la Sardaigne, la Corse, Malte, etc. On peut jouer à l'infini sur ces destinations, la Croatie, le Monténégro. Voilà, donc il y a une panoplie, on va dire, de destinations possibles. Alors, en dehors du fait que les sites touristiques soient finalement, d'une certaine manière, des cibles privilégiées pour les terroristes, j'aimerais développer un peu avec vous la notion de politique et terrorisme, Christian Giraud. On a le sentiment que tout de même, là où des régimes politiques forts, autocratie, dictature, sont présentes, le tourisme ne se fait pas aussi volontiers qu'une démocratie plus développée, sans penser à la Corée du Nord, bien évidemment, mais j'ai cru comprendre que la question turque n'était pas seulement inhérente. Oui. Je pense que c'est vrai que les perceptions ont changé. Je pense qu'il y a 40 ans, il y a 50 ans, les gens n'étaient pas sensibles aux questions de régime politique, de démocratie. Au fond, les gens savaient ce que c'était que la démocratie, mais au fond, pour leurs vacances, ils n'allaient pas faire entrer le facteur démocratie ou pas démocratie dans leur choix de vacances. Je pense que les Américains prenaient un billet pour aller dans une destination, même s'il y avait une dictature, ça ne les gênait pas particulièrement d'aller en Haïti. Ils se voilaient c'est pas qu'ils se voilaient la face, mais au fond, ils n'étaient pas conscients de la question. Et traditionnellement aussi, les Français, par exemple, au début du tourisme en Espagne, à l'époque de Franco, aller en Espagne parce que c'était un pays sympathique, etc. Et au fond, le régime franquiste, ça leur importait peu, du moment qu'ils n'étaient pas importunés. Au contraire, apparemment, les gardes civils espagnols étaient plutôt là pour protéger les touristes. Et finalement, au fond, il n'y avait pas d'interférence entre le régime politique et la fréquentation touristique. Je pense que les choses ont quand même changé parce qu'on est plus conscient, après les dictatures latino-américaines, les dictatures grecques, la dictature en Espagne, etc., la démocratisation qu'il y a eu un certain nombre de pays, le changement des régimes communistes aussi en Europe orientale, le retour à la démocratie dans les pays d'Europe orientale. Donc les gens sont beaucoup plus sensibles à ça. Ils veulent aussi un pays qui soit plus libre, où il y a une liberté
liberté d'expression. Et il pourrait se sentir, pas tout le monde, mais beaucoup pourraient se sentir gênés si il y a de la répression, si on sent une ambiance un peu lourde, s'il y a de la police, trop de police dans les rues, vous voyez, des choses comme ça. Et donc, ces phénomènes-là peuvent affecter. Et ce qui s'est passé en Turquie, effectivement, bon, le régime turc n'a pas forcément la cote nécessairement en ce moment. Bon, c'est vrai que bon, le président Erdogan joue un peu sur tous les tableaux. Il joue sur le fait que bon, il se situe dans l'OTAN, qu'il a des bons rapports avec les pays d'Europe occidentale, etc., qu'il est une sorte de protection par rapport aux terroristes aussi, d'une certaine manière, que son pays sert de zone tampon dans les migrations internationales à l'heure actuelle. Bien sûr, il joue là-dessus, évidemment. Mais on sait par ailleurs qu'il y a quand même un régime assez autoritaire, avec une démocratie un peu musclée. Et puis, il y a eu quand même une tentative de coup d'État l'année dernière qui est un peu... bon, on n'a pas éclairci tous les aspects de cette tentative de coup d'État. En tout cas, la répression est quand même assez forte, puisqu'ils ont mis en prison pas mal de gens, et que récemment, ils vont même aller jusqu'à des procès, et que ces gens vont être vont être soumis à des procédures judiciaires, et que bon, beaucoup ont perdu leur poste d'emploi, ont perdu les postes à l'université, dans la fonction publique. Il y a quand même eu une répression considérable dans l'armée, dans la police, etc. Et ça se ressent, hein, certainement. Alors, il doit y avoir des conséquences. Et le fait que ça fait une mauvaise propagande aussi, parce qu'il y a une question d'image dans le tourisme. Le tourisme peut donner une très bonne image d'un pays en insistant sur les aspects riants, les aspects agréables, de bien vivre, de sport, d'activités ludiques, pour les enfants, de centres de loisirs et de parcs à thème, les parcs à thème qui ont un rôle très important dans le tourisme. En France, on a le parc Disney qui est un centre touristique de première grandeur. Mais en Espagne, vous avez PortAventura, etc. Et donc, tous ces aspects-là vont jouer. Et c'est vrai que les dirigeants essayent aussi de favoriser le tourisme parce qu'ils savent que le tourisme peut rejaillir sur l'image du pays au niveau de son prestige international. Là, vous avez évoqué Franco, on pense à lui bien sûr, on pense aussi à Cuba. C'est vrai que des touristes qui, après un séjour à Cuba ou en Espagne dans les années 60, puisque c'est en 1959, si ma mémoire est bonne, que le général Franco a ouvert son pays pour le sortir de l'isolement au tourisme international, où il était difficile pour les touristes de voir et de fait, un séjour de 8 jours en Espagne permettait à ces touristes revenus chez eux de dire mais finalement la dictature franquiste ou bien la situation à Cuba, elle n'est pas si catastrophique que ça, on a vu autre chose. Et ce jeu de la question de l'image du pays par les dirigeants est un vecteur sur lequel certains ont parfaitement su jouer. Christian Géraud. Oui, dans le cas de Cuba, je crois que c'est vrai aussi, parce que Cuba est un pays qui a beaucoup de charme. C'est un pays qui d'abord est assez vaste relativement. Dans les Antilles, c'est quand même la plus grande des Antilles. Elle a plus de 100 000 km², avec beaucoup d'attraits. Il y a des montagnes, il y a beaucoup de plages. On peut faire de la pêche, on peut faire de la chasse, on peut faire beaucoup de promenades. Donc il y a beaucoup de choses en dehors du balnéaire commun, parce que le balnéaire, on le trouve partout dans les Antilles, en République dominicaine, à Porto Rico, partout. Mais en plus aussi, il y a une tradition littéraire, il y a beaucoup de choses. Il y a des traditions de musique, de folklore qui sont extrêmement riches. Et donc, je pense qu'effectivement, on peut développer un tourisme tout à fait attrayant à Cuba. Et je pense que le gouvernement cubain, à l'heure actuelle, a beaucoup joué depuis une vingtaine d'années sur... Bon, avec la crise, parce que bon, le Cuba a vécu des crises très, très importantes. Bon, le fait que l'Union soviétique n'était plus là pour apporter à la fois bon, le pétrole et apporter des devises et apporter un soutien financier très important à Cuba. Donc il y a eu une période, qu'on appelait la période spéciale. Donc ils ont vécu des périodes de crise très graves. Et donc le tourisme est venu pour sauver un peu l'économie cubaine. Et ils avaient des atouts, ils en ont profité. Et là, ils ont développé
avec évidemment le capital étranger. Donc les compagnies espagnoles ont implanté des hôtels. Il y a des compagnies françaises aussi qui sont installées à Cuba. Et puis aussi, on a des restaurants populaires, des restaurants qui sont chez l'habitant, des gîtes, c'est chez les habitants. Et donc, finalement, en général, ça se passe très bien dans un régime qui reste un régime assez autoritaire et assez contrôlé. Donc, voilà, toute une question de nuance. Mais un touriste, il n'est pas là. Il est là pour 8 jours, parfois il est là pour 2 semaines. Il n'est pas là pour faire des enquêtes journalistiques comme vous, ou pour faire des recherches comme nos étudiants. Donc, en général, il ne gêne pas les autorités cubaines. Au contraire, il apporte des devises et il est bienvenu. Par contre, un étudiant qui va chercher un peu trop, nous, on a des problèmes parfois. Parce que les étudiants, ils ont des sujets qui ne plaisent pas aux autorités. Et parfois, vous, les journalistes, vous avez des questions qui sont un peu gênantes aussi pour les autorités. Alors, vous évoquiez la notion de devise. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur le volet économique, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que l'on peut dire, finalement, de la contribution du tourisme au développement des pays, avec peut-être un différentiel à faire entre les pays du Nord et les pays du Sud, Christian Giraud? Alors, ce qui est très important pour le tourisme, au fond, c'est l'emploi. Parce que le tourisme, c'est la qualité du tourisme, c'est que ça emploie beaucoup de personnes. En fait, il faut penser aussi à tous les secteurs qui vont autour du tourisme. Le transport. Donc, c'est les conducteurs d'autobus, les chauffeurs de taxi, etc., etc. Vous avez tout le secteur de la réception touristique, l'hôtellerie, la restauration. Vous avez les gens qui accompagnent les touristes, les guides, tous les aspects de guide et d'accompagnement des touristes. Donc, vous avez, dans l'hôtellerie, vous avez beaucoup d'emplois. Vous avez les femmes de ménage, vous avez les jardiniers, vous voyez. Donc, le tourisme emploie beaucoup de gens. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif pour une économie. Alors, effectivement, ça peut être aussi des emplois, pas forcément des emplois de très haut niveau. Vous avez des emplois qui sont des emplois très de cadres et des emplois qualifiés de très haut niveau. Bon, des gestionnaires, par exemple, du tourisme, les planificateurs du tourisme, etc., les fonctionnaires aussi qui s'occupent des questions touristiques. Mais vous avez aussi beaucoup d'emplois au niveau des emplois spécialisés. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement favorable dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Puisque souvent, nos économies souffrent du sous-emploi, du chômage. Malheureusement, on le sait, dans nos économies européennes, on a quand même beaucoup de sous-emploi et de chômage. Et encore plus, évidemment, dans les pays du Sud. Donc, c'est un phénomène qui est extrêmement favorable de ce côté-là. Alors, en plus, évidemment, il rapporte des devises et dans certains cas, ça peut être extrêmement précieux pour l'économie des pays. Puisqu'en fait, quand vous faites entrer des touristes avec leurs devises, c'est comme si vous aviez une exportation. C'est comme si vous exportiez les choses. Donc, vous allez recevoir des dollars, vous allez recevoir des euros, vous allez recevoir des choses en monnaie forte, le plus souvent, puisqu'en fait, les touristes convertissent souvent leur monnaie locale en monnaie, la monnaie qui est utilisée dans le secteur touristique, qui est souvent une monnaie forte, et donc un bénéfice considérable pour la balance des paiements. Alors, est-ce que finalement, ce que vous dites là, sur les bénéfices et les bienfaits du tourisme sur les économies locales, ne trouve pas ses limites avec ce qu'on appelle le tourisme de masse? Je pense à Venise, avec ses énormes paquebots, et les touristes qui ont 4 heures pour visiter Venise, et je pense des dépenses très faibles finalement, avec un coût et des dégâts pour les autorités locales qui, finalement, se chiffrent douloureusement pour le bon équilibre de ces cités. Christian Giraud. Oui, tout à fait. Ça me fait un peu rire parce qu'effectivement, c'est un peu l'aspect négatif du tourisme de masse, un peu. C'est un peu la surconsommation, le risque de destruction, d'une certaine manière, de la qualité de l'environnement touristique aussi.
À partir du moment où vous avez un grand nombre de gens, vous savez, c'est un peu l'image, vous avez la Mona Lisa et vous avez 20 personnes qui sont entre vous et la Mona Lisa. Donc, malheureusement, c'est un peu frustrant. Alors vous êtes obligé de, voilà, pour la photographier dans le fond, ou photographier ce que vous pouvez photographier au Louvre. Donc, c'est un peu cette frustration qu'on peut avoir. Alors, il y avait cette vidéo-là d'une émission d'Arte. Je peux peut-être essayer de la brancher. Ils l'ont mise sur cet ordinateur, donc je crois qu'on peut la mettre rapidement. Dubrovnik s'éveille dans un silence trompeur. À Venise, c'est le calme avant la tempête. Barcelone se prépare à une nouvelle journée d'effervescence. 3 villes européennes d'exception qui toutes connaissent le même problème. Et il s'aggrave. Les touristes posent toutes sortes de questions. Une fois, on m'a demandé les horaires de fermeture de Venise. Mais Venise est une vraie ville avec de vrais habitants. C'est le 3e groupe de touristes en 5 minutes. Des flots de touristes, chaque jour, toute l'année durant. En haute saison, certaines villes d'Europe vivent en état de siège. Il y a une journée au printemps où Dubrovnik cesse tout à coup d'être notre ville. D'un seul coup, nous n'avons plus l'impression de vivre chez nous dans notre ville, mais de faire partie d'un décor. Les habitants subissent les désagréments de ces invasions quotidiennes. Exaspérés par le vacarme, submergés par la foule, ils se sentent dépossédés de leur ville. Le tourisme dépasse les bornes du supportable, à Venise comme ailleurs, et la résistance des habitants s'organise. Cette photo a fait beaucoup de bruit, parce qu'elle a été publiée à un moment où la situation était déjà très tendue. En Europe, le tourisme urbain connaît une croissance fulgurante, dopée par des politiques de prix agressives, par les vols low cost et par la location de logements entre particuliers via Internet qui permet de se loger partout et à bas prix. Comment les autorités locales gèrent-elles cette évolution ? Mon travail de maire s'apparente au travail d'un chef d'entreprise. Je le dis souvent, je ne suis pas le maire. Je suis le PDG d'une entreprise qui compte 15 000 actionnaires, c'est-à-dire les 15 000 familles qui vivent à Dubrovnik. La ville, une entreprise en pleine croissance dont les clients sont les touristes. Mais combien de visiteurs une destination peut-elle accueillir sans perdre son authenticité, son identité ? Et l'entreprise ville est-elle rentable ? Oui, des villes en péril, d'une certaine manière, Christian Giraud, en tout cas, autour desquelles et sur lesquelles s'impose une réglementation, peut-être un encadrement. En tout cas, il est certain que les images sur Venise sont particulièrement parlantes. Oui, il y a un problème de massification qui est assez inquiétant quand même dans certains cadres. Bon, Dubrovnik est une ville assez restreinte, on va dire. C'est une ville moyenâgeuse, du Moyen-Âge. Barcelone est déjà plus important. Venise a des caractéristiques tout à fait particulières, puisqu'on le sait bien que c'est avec les canaux, c'est une ville sur l'eau. C'est des îles, en fait. Bon, Paris serait un autre cas. On a le centre de Paris, ici, juste autour de nous, ici. Donc, on sent quand même le poids du tourisme. Alors, les géographes avaient une idée, à un moment donné, ils avaient dit qu'il y avait une capacité de charge. C'est-à-dire qu'ils disaient, on va essayer de déterminer pour une ville donnée, mettons pour Dubrovnik ou pour Barcelone, pour Venise, combien on peut accepter de touristes dans un cadre correct, etc. Alors, il y a beaucoup de géographes qui n'étaient pas d'accord parce qu'ils disaient, bon, cette idée, ce concept de capacité de charge n'est peut-être pas adéquat. On peut recevoir beaucoup plus qu'on ne pense.
C'est vrai qu'à Paris, Paris reçoit 25 millions de visiteurs, quelque chose comme ça. Je crois que le Louvre reçoit 10 millions de visiteurs par an. C'est à peu près dans ces chiffres-là, vous voyez. Versailles, c'est 7 ou 8 millions. Et bon, en fait, on peut quand même visiter dans des conditions à peu près correctes. Mais à certains moments, on peut piétiner, avoir une impression assez désagréable. Et d'autre part, il y a des conséquences aussi. Et les conséquences sont à la fois des conséquences économiques, des conséquences sociales. L'impact sur l'immobilier, pardonnez-moi, je vous coupe, mais il est évident que puisque des sociétés comme Airbnb et autres, notamment sur Barcelone, parce que j'ai visionné cette émission d'Arte dans son intégralité, où on voit des quartiers, le Barrio Chino à Barcelone, qui était un quartier extrêmement populaire. Des appartements ont été retapés, rénovés, et l'immobilier flambe à Barcelone, Christian Giraud. Ça, oui. Donc il y a des conséquences de ce genre, effectivement, qui sont assez désagréables. À Paris, ça a été souligné par des citoyens. Il y a aussi, on estime qu'il peut y avoir au-delà de 40 000 locations touristiques dans la ville de Paris. Paris intramuros. Et d'ailleurs, c'est quand même un certain nombre d'arrondissements qui sont plus concernés que d'autres par ces locations touristiques. Mais la ville de Paris, dans son ensemble, est quand même très affectée par ce phénomène. Les grandes villes, évidemment, Londres, Paris, sont particulièrement concernées par ce phénomène parce qu'effectivement, il y a peut-être beaucoup d'argent à gagner dans ces locations touristiques. Et les plateformes touristiques, pas seulement Airbnb, il y en a plusieurs autres qui sont très importantes et qui font ce système, qui offrent ces locations à des visiteurs en pensant que les visiteurs vont être attirés à la fois parce que le prix d'une nuitée à Paris dans une location touristique de ce genre est inférieur au tarif normal d'un hôtel. Bon, on va dire que le tarif normal d'un hôtel à Paris, on ne trouve pas d'hôtel à moins de 80 € en vérité. C'est plutôt 100 € minimum à Paris. Et à Londres, c'est plutôt 150 €. Enfin, c'est l'équivalent en livres. Donc, il n'y a pas d'hôtel à moins de 150 livres ou 200 livres pratiquement à Londres. Donc, à ce moment-là, le consommateur va être attiré par ça. Et d'autre part, il y a l'idée aussi que peut-être il va se retrouver dans un cadre qui peut être assez sympa, un appartement particulier, qui peut être bien situé, qui peut avoir son charme particulier, propre. Et puis, finalement, c'est pas une chambre d'hôtel, c'est quelque chose de différent. Et donc, ça attire la convoitise. Et donc, beaucoup de propriétaires de ces appartements ont mis leurs appartements en location. Et en fait, ce sont des gens qui sont propriétaires de plusieurs appartements, qui ne sont pas forcément des résidents parisiens ou des résidents londoniens. Et ce sont des gens qui font un peu de la spéculation, en réalité. Et j'ai vu le chiffre, là, c'était dans un journal de la ville de Paris. C'était une chronique chronique politique de l'opposition, je crois, c'était l'opposition, ou peut-être d'un parti, vous pourrez le revoir, qui indiquait que dans l'île Saint-Louis, alors évidemment l'île Saint-Louis, en plus c'est très particulier, l'île Saint-Louis c'est comme l'île de la Cité, l'île Saint-Louis, où ces quartiers centraux de Paris, qui sont très recherchés bien sûr, qui ont leur charme particulier. L'île Saint-Louis, sur 800, on peut recenser, c'est assez facile puisque c'est petit, l'île Saint-Louis, il y aurait 800 appartements dans l'île Saint-Louis. On dit, enfin, d'après cet article à vérifier, hein, je ne le reprends pas à mon compte, mais il y aurait 500 locations. 500 locations sur 800, ça fait beaucoup, ça fait plus de la moitié en fait. Donc ça contribuerait un peu à touristifier, on va utiliser ce mot-là, les quartiers parisiens, à changer la nature des quartiers, à rendre plus difficile l'accès des Parisiens ou des résidents aux locations, parce que bon, le prix des locations va flamber, l'immobilier va flamber aussi pour les gens qui veulent acheter. De toute façon, l'immobilier est quand même très cher à Paris, surtout dans les quartiers centraux.
Donc il peut monter encore, effectivement, mais il est déjà très très cher. Donc qui peut acheter à Paris? C'est quand même assez difficile. Il faut parfois plusieurs générations. On dit qu'il faut 2 ou 3 générations pour accumuler l'argent pour acheter un appartement d'une certaine taille à Paris. Donc en réalité, c'est les gens riches, évidemment, qui vont pouvoir, ou les étrangers, puisque apparemment beaucoup d'étrangers possèdent des appartements dans Paris. Bon, c'est ce phénomène un peu cumulatif. Alors, à Barcelone, de ce qui était signalé dans ces reportages, et que j'ai vu aussi mentionné dans les journaux à Barcelone, etc., c'est les gens sont un peu excédés à la fois de la circulation autour de la Sagrada Familia. Vous savez, c'est l'église fameuse de Barcelone, qui était un peu un symbole de la ville, parce que dans le quartier, c'est pratiquement impossible de stationner, c'est impossible de circuler, parce qu'il y a une telle masse de visiteurs. Et dans le quartier Barrio Chino, le Barrio Gótico de Barcelone, c'est impossible de circuler le soir. Et puis il y a des attroupements, et puis il y a des gênes aussi, c'est que ces gens qui vont dans les appartements touristiques, etc., vont dans les bars, consomment énormément de boissons, reviennent souvent ivres à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin dans leur appartement, font des bêtises, vous voyez, font un bruit pas possible, donc, de sorte que les résidents de ces quartiers-là sont excédés des gênes, du bruit. Voilà. En gros, donc, c'est des inconvénients. Il y a d'autres inconvénients. On en parlait ensemble, vous me le signaliez, c'est que le type d'emplois qui sont, que je disais tout à l'heure, qui sont concernés par le tourisme, souvent c'est des emplois de femmes de ménage, de guides, etc., qui concernent certains types de populations. Et donc il y a d'autres couches de population qui ont d'autres intérêts, qui peuvent être gênées. Par exemple, les étudiants qui louent des chambres n'auront pas les chambres, parce que finalement, les chambres d'étudiantes sont prises par les locations touristiques, par exemple. Vous voyez ? Donc c'est une véritable déstabilisation, d'une certaine manière, Christian Giraud, de l'économie locale. On voit bien là les limites. Alors, ce qui va être intéressant peut-être de voir, c'est comment les habitants des villes concernées vont s'organiser. Est-ce que dans ce domaine, même si je m'attends à une partie de la réponse qui va être de me dire que chacun est roi chez lui, et je pense aux maires de ces villes concernées, est-ce que les institutions internationales de gouvernance du tourisme peuvent avoir un mot à dire sur ces questions-là, et au-delà de ça, c'est à quoi servent-elles ? Oui, alors les organisations internationales, en fait, il s'agit essentiellement de l'Organisation mondiale du tourisme. Elle fait des rapports, elle fait des recommandations, c'est son rôle. J'ai vu que récemment, ils ont sorti une recommandation justement sur les plateformes touristiques. C'est nouveau, hein. C'est que vous savez, il y a des abus aussi sur les plateformes touristiques, parce qu'en réalité, on vous montre un hôtel ou on vous montre un restaurant et on met des étoiles, on met aussi des appréciations. Vous savez, il y a souvent, et ça compte beaucoup, les gens regardent beaucoup ça sur le site internet, les appréciations des consommateurs ou des visiteurs. Et donc, il est apparu qu'il y a des fraudes. C'est-à-dire que les gens mettent des fausses appréciations, gonflent, ou au contraire, dévalorisent les appréciations concernant les rivaux. Par exemple, des restaurateurs ont mis des mauvaises appréciations sur les restaurateurs concurrents. Vous voyez ? Donc, il y a des trucages, si vous voulez. Donc, il y a aussi des opérations qui ne sont pas tout à fait très correctes, c'est-à-dire que ces plateformes touristiques, je pense surtout à Booking.com et à Hotels.com. Vous savez, c'est les plateformes de réservation hôtelière qui sont très puissantes. Ce sont des firmes maintenant qui peuvent représenter une capitalisation financière très importante. J'ai vu que le site Booking.com peut valoir jusqu'à 60 milliards de dollars, parce qu'en fait, il est coté en bourse. Hein, et en fait, il est possédé par des gros groupes financiers américains en général. Bon, bien sûr, Booking.com a son siège à Amsterdam, mais en réalité, c'est des capitaux internationaux. Hein. C'est des capitaux qui peuvent être européens, qui peuvent être américains, qui peuvent être de toute nationalité. Et en réalité, ils sont extrêmement puissants, ces gens-là, Booking.com et Hotel.com, parce qu'en fait, ils peuvent imposer d'une certaine manière aux hôteliers
des conditions, en particulier pour la commission qu'ils prennent sur la prestation. La commission peut être relativement importante, ça peut aller entre 5, 10, 15%, c'est quand même relativement élevé. Et en plus, ils peuvent contrôler un peu les tarifs aussi des hôteliers, d'une certaine manière. Et donc, les hôteliers sont parfois assez inquiets par rapport à ça, les restaurateurs de la même façon. Vous voyez ? Donc, il peut y avoir des manipulations dans plusieurs domaines qui vont introduire des biais dans l'économie numérique, hein, par rapport au tourisme. Vous voyez ? Donc, ça, c'est des problèmes réels. C'est la finance mondiale qui finalement a bien compris qu'il y avait beaucoup d'argent à faire dans le tourisme, Christian Giraud. Il y a beaucoup d'argent à faire dans le tourisme. C'est quelque chose qui est extrêmement rentable. Hein. De toute façon, parce que dans le tourisme, si vous voulez, la concurrence est vive. Vous avez des toutes petites firmes, vous avez le petit restaurateur local, le petit aubergiste local, mais vous avez aussi des gens qui possèdent des tas d'hôtels, si vous voulez, et des tas de pensions. Donc, vous avez des organismes internationaux, vous avez des grandes chaînes hôtelières, vous avez le système des franchises aussi. Vous savez, on peut se rattacher à des franchises comme Holiday Inn, par exemple, ou la franchise Best Western, par exemple. Ce sont des franchises, en réalité. Ce sont des hôteliers, mais ils payent une redevance à la franchise. Et la franchise leur assure d'être sur le catalogue des hôtels dans une certaine région. Vous voyez ? Donc, tout ça, ça introduit des liens. Et ces liens peuvent être très favorables ou très défavorables, si vous voulez. Vous avez des gens qui peuvent être expulsés, on peut dire, du système commercial à un moment donné, et qui peuvent être victimes, si vous voulez, qui peuvent perdre une partie de leurs biens de cette façon-là. Alors c'est extrêmement concurrentiel, c'est un système qui est assez délicat, hein, pour conserver les termes de l'échange, en quelque sorte. Merci Christian Giraud. Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon des questions afférentes au tourisme. En tout cas, ce qui nous concerne, nous deux. Et puis je pense qu'on va pouvoir élargir à la salle. Et s'il y a des questions que vous souhaiteriez poser et des éclaircissements sur tel ou tel aspect de ce que nous avons évoqué, Madame. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est Paris par rapport à Londres. Alors, je ne crois pas les Français quand ils disent que Paris est la première destination touristique mondiale. Je pense que c'est du marketing. Et que Paris, il suffit de regarder même autour du quartier, là, etc. Paris est beaucoup moins cosmopolite que Londres. Il y a beaucoup moins de nationalités qui sont représentées. Et etc., etc. Bon, ma deuxième question, c'est quand je me présente depuis 15 ans dans la même auberge de jeunesse à Londres, on me dit « Madame, vous ne pouvez pas venir payer au guichet en livres sterling toute seule. Il fallait réserver sur Internet. » J'ai dit « Mais enfin, pendant 10 ans, je me suis présentée... à votre guichet et vous m'avez pris sans réservation et sans booking. Alors, on me considère comme une délinquante. Non, mais je suis traitée comme une délinquante depuis quelques mois. Là, je suis au 3e âge. Et non, madame, vous ne pouvez pas rentrer. Est-ce que vous avez fait un booking? Est-ce que vous avez réservé? J'ai dit, je viens pour ça. Je viens pour faire la réservation et pas pour ce soir-là, si vous n'avez plus de place. Non, madame, vous ne pouvez pas prendre ni pour dans 3 mois, ni pour la semaine prochaine, ni pour un autre jour, ni pour ce soir. Nous voulons que vous réserviez sur Internet. Et je suis mal considérée. On me regarde comme si j'avais fait quelque chose de mal. Et je ne comprends pas parce que... ils me connaissent depuis une décennie. Oui. Je ne sais pas si je peux répondre à toutes les questions. Il se trouve que j'ai visité Londres il n'y a pas longtemps du tout. Même ce mois-ci, j'étais à Londres au début du mois. Et j'ai pu, comme ça, visuellement comparer. Je n'ai pas les chiffres de fréquentation. D'évidence, Londres est une ville
Ça faisait longtemps que je n'avais pas visité Londres. C'est une ville extrêmement attractive, très belle et très fréquentée également, bien sûr, très très fréquentée. J'étais à New York aussi l'année dernière, donc j'ai pu voir New York aussi, qui est une ville qui a beaucoup d'attrait et qui est très fréquentée également. Ce que j'avais remarqué à New York, il y avait beaucoup de touristes asiatiques. Il me semblait qu'il y avait beaucoup de touristes asiatiques dans le centre de New York. Et c'est une ville qui a énormément de charme aussi. Concernant ce que vous dites, en fait, ça revient à dire qu'il y a une sorte d'éviction, que les gens qui n'utilisent pas les outils numériques, quand on n'utilise pas les outils numériques, maintenant, c'est plus possible. Par exemple, si vous n'avez pas de carte de crédit, c'est pratiquement impossible de faire du tourisme sans carte de crédit. Je crois, dans certaines villes, dans certaines destinations. Déjà, pour faire votre réservation, vous demandez une carte de crédit en général. Alors après, vous pouvez payer, par exemple, en devise, mais c'est vrai que vous êtes pratiquement obligé. Et ce que vous dites ne m'étonne pas trop par rapport... En fait, il faut avoir une adresse Internet maintenant. C'est un peu comme autrefois, il y avait des sortes de cautions à payer, d'une certaine manière. Je pense qu'il y a toujours des règles, de toute façon, dans le commerce. De toute façon, les commerçants établissent leurs règles aussi. Je veux dire, les propriétaires établissent leurs règles. Ils veulent être sûrs d'être payés. Ils veulent avoir une sorte de garantie. Il y a des endroits où on n'accepte pas les cartes de crédit, où on n'accepte pas tel type de carte de crédit. Ça peut être contradictoire. Je suis d'accord avec vous. Un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est la question des visas également, parce qu'il peut y avoir des restrictions concernant les visiteurs. Il y a des pays où il faut des visas, par exemple, donc c'est un autre frein. Il y a les freins, ça peut être la monnaie, ça peut être l'argent, ça peut être aussi les restrictions de visa qui peuvent exister sur les visiteurs. Chez les visiteurs, vous savez, on a l'espace Schengen, nous, ici, donc en Europe, et donc les gens qui viennent en dehors de l'espace Schengen doivent demander un visa, logiquement. Sauf des exemptions, il y a des exemptions. Mais même aux États-Unis, vous savez que maintenant aux États-Unis, on demande l'ESTA. Une façon de faire entrer des sous également. Peut-être, oui, parce que ça coûte que 15 euros. Oui, en gros. 14 $. 14 $, oui, l'ESTA. J'ai vu qu'au Canada, j'ai été récemment au Canada, ils ont établi l'équivalent... Depuis septembre ou l'été dernier. Oui, assez récemment. C'est une façon de contrôler aussi les flux de visiteurs. Alors, ils coûtent beaucoup moins cher. Ils coûtent la moitié. 7 $ canadiens, je crois. Alors, donc, c'est la moitié, finalement. Et en plus, le dollar canadien est moins fort que le dollar américain. Donc, c'est moins cher. Mais je n'ai peut-être pas répondu vraiment à votre question. Ou une autre question. Oui, terminé. En fait, on enregistre la séance, donc si vous pouvez parler dans le micro, à moins que vous ayez une vraie question. Oui, alors la vraie question, c'est que c'est discriminatoire par rapport aux lois de l'Union européenne, c'est-à-dire que tous les 28 pays de l'Union européenne ne peuvent pas déroger à la protection. Alors, la réponse est que, de toute façon, l'Angleterre, le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne. Donc, il est en train de quitter l'Union européenne. Donc, là, la réponse, on l'a tout de suite. Donc, on verra l'année prochaine si c'est confirmé, dans quel terme ça sera confirmé. Mais en tout cas, ils ont donné leur intention de quitter l'Union européenne. Donc, à ce moment-là, ils resteront insulaires. Donc, voilà, ils garderont leurs règles à eux. Mais ce que vous dites est intéressant, je pense, parce que c'est vrai qu'il doit y avoir des règles. C'est vrai que l'Union européenne en tant que telle commence à s'intéresser à la question, en particulier des plateformes numériques. Alors, les plateformes numériques, il faut savoir qu'en France, il y a une loi qui est passée il y a... en fait, c'était un peu à la suite de la loi Macron. Vous savez qu'il y avait la fameuse loi Macron qui avait des conséquences sur le tourisme, en réalité. Parce qu'il y avait certaines règles qui s'appliquaient aux plateformes touristiques, curieusement. Et en particulier des règles qui disent que les hôteliers peuvent conserver le droit de faire des réductions, si vous voulez, à des individus, à des particuliers concernant une prestation. C'est-à-dire, par exemple, vous téléphonez et ça, il y a beaucoup de gens qui le font d'ailleurs, je vous conseille de le faire d'ailleurs. Quand vous réservez, vous pouvez réserver par la plateforme, vous pouvez réserver par Internet. Vous pouvez également appeler votre hôtelier,
lui dire bon, ben, je vais réserver cette chambre, etc. Est-ce que vous pouvez me faire une petite réduction? On peut faire un escompte. Et ça marche parfois, curieusement. Alors évidemment, peut-être pas en haut de 16 ans, vous savez, mais il y a une possibilité de négociation. Et c'est cette possibilité de négociation que les plateformes touristiques voulaient interdire aux hôteliers. Parce que ça réduisait peut-être la commission d'une certaine manière, et ça réduisait aussi leur pouvoir sur l'hôtelier. Vous voyez ? En fait, et la loi française a rétabli la possibilité pour l'hôtelier de garder, au fond, son contrôle sur sa tarification. Donc, il peut très bien mettre sa chambre à 110 € et vous la réduire à 90 € s'il le veut, librement, sans que ce soit interdit par la plateforme touristique Booking.com, par exemple. Vous voyez ? Madame. Bonsoir. Ma question, elle porte, enfin j'en ai plutôt deux. La première, ce serait sur le tourisme vert et l'écotourisme que vous avez évoqué. On a l'occasion parfois de lire certains articles à ce sujet-là, mais j'aimerais savoir si pour vous, est-ce qu'il y a vraiment des actions concrètes ou une pensée concrète derrière ces concepts, ou est-ce que c'est plus du vent qu'autre chose ? Et ma deuxième question, ça porte sur les méfaits du tourisme de masse dans les pays en développement, et plus particulièrement dans les espaces insulaires, qui sont les espaces insulaires dépendant directement de l'économie touristique, et qui subissent les impacts directs de ce tourisme de masse du fait de leur petite superficie, notamment en termes d'environnement ou en termes sociétaux, puisque le tourisme, malheureusement, le tourisme de masse peut générer de la prostitution, de la pauvreté également chez les gens. Et dans ce cas-là, j'aimerais savoir si vous avez en tête des initiatives lancées dans certains de ces pays ou de ces espaces pour contrer ce phénomène, enfin les méfaits de ce tourisme de masse. Donc voilà, est-ce que quels seraient leurs pouvoirs, quels seraient leurs moyens pour lutter face à ça, et quelles initiatives existent à ce jour? Oui, je vous remercie pour ces questions qui sont extrêmement intéressantes. Sur l'écotourisme, je pense que les notions à propos de l'écotourisme ont pas mal évolué. Les concepts se sont raffinés d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que le mot écotourisme, il y avait le mot éco, ça attirait les gens, etc. Et il y avait une espèce d'avis favorables sur des destinations. Bon, a priori, comme j'ai cité le Costa Rica, parce que c'est vraiment le pays qui a l'estampille, si vous voulez, écotourisme, etc. Pourquoi ? Parce que, on va dire, il y a une certaine organisation. Il s'agit par exemple de petits hôtels plutôt que de grands hôtels. Il s'agit d'hébergements insérés dans la nature, avec des possibilités de randonnée, par exemple de randonnée à pied, vous voyez, par exemple de promenade, de respect de la nature, de visite des parcs naturels, vous voyez. Alors je pense que maintenant il y a pratiquement des certificats, on va dire que les choses ont évolué, on va considérer par exemple comment sont traités les déchets. Par exemple, ça c'est un thème important, hein, parce que les touristes consomment beaucoup dans les hôtels. Bon, ils consomment beaucoup les bouteilles, tous les déchets des restaurants, tout ce qui concerne la partie d'arrière-cour, on va dire des restaurants, etc. Comment sont traités les déchets ? Est-ce que c'est une gestion correcte des déchets ? Vous voyez, par exemple, dans les bateaux de croisière, on n'a pas évoqué les bateaux de croisière. C'est un secteur de l'économie touristique extrêmement dynamique en ce moment. Les gens adorent faire les croisières, et pour tous les âges, parce qu'autrefois c'était le 3e âge qui allait sur la croisière, etc. Mais maintenant vous avez les lunes de miel sur les croisières, les grands-parents avec les petits-enfants sur les croisières, etc. Il y a des croisières de tout type, il y a des croisières musicales, vous avez des croisières sportives, enfin c'est extrêmement varié. Dans la Méditerranée, comme dans les Caraïbes, comme dans des nouvelles zones
où les croisières se développent. Or, les bateaux de croisière ont un problème important, c'est la gestion de leurs déchets. Parce que le bateau de croisière, c'est un peu une ville flottante. Parfois, il y a 5000 personnes sur un bateau qui est énorme. Et en fait, bon, il y a les déchets classiques, les cuisines, etc., les cartonnages, les déchets alimentaires, etc. Il faut les traiter. Or, il y a eu des abus. On sait très bien qu'il y a des bateaux qui jetaient, il y a quelques années encore, et certains ont reçu des bonnes amendes parce qu'ils jetaient par-dessus bord les déchets. Alors, un peu scandaleux, n'est-ce pas? Bon, mais ils ont été mis à l'amende. Et des grosses compagnies, hein, ce n'est pas des petites compagnies, c'est des compagnies qui sont millionnaires, etc., comme Carnival, comme Royal Caribbean, etc., ou Norwegian. Donc, elles ont été mises à l'amende. Et de ce côté-là, il y a eu des efforts qui ont été réalisés pour compacter les cartonnages, etc., les décharger à Miami et pas les décharger dans les ports des petites îles dont vous parlez. Parce que, effectivement, le problème, c'est que dans les petites îles, par exemple dans les Caraïbes, ou même dans les îles de la Méditerranée, ce sont quand même des petites îles assez étroites, où on n'a pas les possibilités de gérer, par exemple, les déchets, ou alors gérer aussi les difficultés sociales que vous évoquez d'une certaine manière. Parce qu'effectivement, quand un bateau énorme arrive comme ça, avec 3000 ou 4000 passagers à bord, plus les membres de l'équipage, bon, les membres de l'équipage, normalement, ils ne descendent pas en escale. Bon, ils ne vont pas descendre en escale tout le temps, mais parfois ils descendent un peu aussi. Ça fait tout de suite 4000, 5000 personnes qui vont passer quelques heures à terre. Donc c'est un problème réel. Bon, vous avez des bateaux qui sont quand même de taille considérable. Même à Ajaccio, dans la baie d'Ajaccio, quand le bateau arrive à Ajaccio, bon, dans la rue principale d'Ajaccio, ça se voit tout de suite, elle est envahie par les croisiéristes. On utilise ce mot croisiériste. Bon, c'est un mot qui n'est pas forcément... Enfin, c'est le mot technique. Les croisiéristes, c'est les gens qui sont sur les bateaux. Donc, voilà. Alors, quand ils arrivent à Antigues, Antigues ou à Fort-de-France, effectivement, ça se voit tout de suite. Alors, ça introduit... Effectivement, un commerce, parce que pour les taxis, c'est important. Pour les vendeurs d'objets touristiques, c'est très important sur le marché de Fort-de-France, sur le marché d'Antigues, etc., etc. Donc il y a l'activité économique, mais il peut y avoir aussi des désagréments. Je pense par exemple aux encombrements, les embouteillages à la sortie du port. Des inconvénients pour les gens qui vivent dans la vie normale, pour les gens de Fort-de-France, pour les gens du port de Saint-John. C'est des inconvénients. Alors, vous évoquez la prostitution, etc. Alors, je ne sais pas comment... tout dépend comment ça peut être géré. Alors, vous évoquez également des inconvénients sur le plan environnemental. Bien sûr... Dans les petits territoires, vous avez un impact qui peut être considérable. Vous avez des plages privées, parfois. C'est-à-dire que les hôtels accaparent volontiers une partie de la plage ou mettent des barrières pour que les locaux n'accèdent pas à la plage, pour réserver des îlots aux touristes, à leurs touristes. Donc, c'est des inconvénients. Donc, on a vu ça. Par exemple, à Cuba, il y avait le problème aussi de la monnaie. Parce qu'en fait, les touristes utilisent une monnaie qui est en fait une monnaie cubaine, mais qui est un équivalent au dollar. Et les Cubains utilisent une autre monnaie. Donc il y a deux monnaies, et elles n'ont absolument pas la même valeur, parce qu'il y en a une qui est 22 fois plus forte que la monnaie locale. Le dollar est 22 fois plus fort que la monnaie. Alors normalement, les gens de Cuba n'avaient pas le droit de rentrer dans les hôtels où descendaient les touristes. C'est quand même assez gênant aussi, que les gens ne peuvent pas aller prendre un verre dans leur propre pays. Et c'était discriminatoire d'une certaine manière aussi. Parce qu'en général, il y avait un garde à l'entrée qui regardait la tête des gens et il voyait tout de suite si c'était un Américain ou si c'était un local. Donc il est discriminé sur sa tête. Donc c'était pas très gentil. Donc ça, je crois que le gouvernement de Raúl Castro a changé un petit peu les règles de ce côté-là. Et peut-être aussi pour contrôler un peu le tourisme, encore que j'en doute un peu. Ceci dit, c'est pas forcément facile à régler ces choses-là. Parce que la prostitution, c'est la pauvreté, en fait. Très souvent. Ou alors les différences de revenus énormes entre un touriste qui, effectivement, pour lui, $10, c'est rien, mais pour une prostituée cubaine, c'est beaucoup. $10.
Donc, vous voyez, c'est les problèmes. Alors, le gérer, alors les recommandations, l'Organisation mondiale du tourisme, elle fait des recommandations. Bien sûr, c'est normal. Ils font des recommandations pour un tourisme soutenable. Ils utilisent constamment ce terme, un tourisme soutenable. Et il y a des recommandations plus particulières pour les pays sous-développés, ou pour les îles, ou pour les territoires à économie fragile. Bien sûr, il faut tenir compte de ça. Hein. Mais après, je pense que les meilleures recommandations, c'est quand même les pays, les locaux, je veux dire, les administrations locales qui peuvent donner les meilleures recommandations, et les réglementations. S'il y a besoin de réglementation, il faut la réglementation. Moi, personnellement, je suis plutôt en faveur de la réglementation. Et d'ailleurs, dans le dossier, j'explique que de toute façon, pour toutes sortes de raisons, les États ou les administrations sont obligés d'intervenir dans le domaine du tourisme. En France, on le sait très bien, il y a les règles sanitaires. Vous savez qu'il y a des inspecteurs qui peuvent vérifier dans les cuisines, dans les restaurants. Et à Paris, il y a des restaurants qui ont été visités, qui ont été interdits, qui ont reçu des bonnes interdictions et parfois des amendes parce que les produits n'étaient pas conservés à la température, etc., que les arrière-cours, etc., ou les arrière-cuisines étaient dans un état déplorable, etc., avec les phénomènes d'exploitation qui peuvent exister, parce qu'on sait très bien qu'à Paris aussi, on utilise parfois de la main-d'œuvre et parfois de la main-d'œuvre qui est payé d'une façon au black, voilà. Vous avez dit ce qu'il faut dire. Donc voilà. Dans des conditions qui ne sont pas normales. Et de ce côté-là, je pense que c'est les administrations locales. En France, c'est la loi française ou c'est l'administration parisienne. Et dans les îles, je pense que c'est les administrations locales qui sont les mieux placées pour régler ces problèmes. Comme vous dites, les problèmes environnementaux ou les problèmes sociétaux qui peuvent exister par rapport aux touristes. Effectivement. Si vous avez un exemple par rapport au pays que vous connaissez. Une autre question. Monsieur ? Oui. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Donc, je m'appelle Jean, donc je viens de la Chine. Et donc, dans votre présentation, donc, vous avez indiqué le tourisme ou le parc à thème. Donc, je suis tout à fait d'accord parce que le voyage au thème, donc c'est la tendance. Et je viens de finir un grand voyage, donc le grand week-end, donc dans la région viticole de France, donc la Bourgogne. Donc, c'est la route de Grand Cru de Bourgogne. Et pendant le voyage, donc la randonnée à pied, donc je trouvais pas mal de choses très intéressantes. Donc le traitement de déchets pendant les différents petits villages, donc c'est très bien équipé. Donc ça c'est étonnant. Et aussi donc le viticole, donc la route c'est bien indiqué le label, donc l'étiquette sur le bois ou sur quelque chose de support. Donc, je pense le tourisme pour la France, donc ça peut être un atout donc incroyable pour le futur. Et ça, c'est mon propre ambition. Et comme je viens de la Chine, donc je suis sommelière du thé. Et donc en Chine, donc comme vous avez dit, donc on a des grands potentiels. Donc, mais pour nous, donc la culture, la civilisation, ça peut être aussi un autre avantage. Et pour nous, donc, vous avez le vin en France, on a du thé en Chine. Donc. Et si on développe la route du thé et cheval, ça c'est la civilisation de notre propre culture. La route du thé et de cheval, pour cela, peut-être vous connaissez pas trop. Et si on, par exemple, dans le futur, disons, donc on développe le projet comme ça, ou le tourisme autour du thé, et ça, est-ce que vous avez des propositions ou comment vous pensez? Merci. Merci beaucoup pour votre question. D'abord, je voulais vous féliciter pour votre français. Franchement, vous parlez très très bien français. Je ne parle pas chinois du tout. J'ai visité votre pays une fois. J'étais enchanté par la visite de votre pays. Et j'ai acheté une fois du thé dans un village comme ça. C'était un village touristique. Hein, et j'ai acheté du thé, vous savez, les petites boules de thé comme ça, le thé en fleurs, quoi. Alors, j'étais à côté de Shanghai. C'est sud-est de Chine, ça peut être
À Shanghai. Oui, à côté de Shanghai, il y a eu une région très réputée pour la production de thé vert. Suzhou, voilà. Ouais, Suzhou. Voilà, c'est ça. C'était là. J'étais à côté, oui. Oui, non, c'était une région magnifique. Et bon, c'était un village. Et donc, les gens vendaient aussi les produits, etc. Donc, j'en ai acheté. Je l'ai rapporté, je l'ai apprécié. C'était très, très bien. Non, ce que vous dites tout à fait juste, hein, par rapport bon, en France, on a le vin, effectivement, on a tous les terroirs. Moi, je suis géographe, donc j'ai étudié ça, parce qu'en géographie, on impose ça, étudier à nos étudiants, hein, les terroirs, le terroir du Bordelais, le Bordeaux et la Bourgogne que vous évoquez, etc. La Bourgogne, il développe le terroir sous la forme climat. Oui, ben oui. Eh bien oui. Il est listé dans la liste de l'UNESCO. Bien sûr, bien sûr. Mais Bordeaux aussi, vous savez, Bordeaux, il y a un phénomène, c'est le rapport entre le fleuve, la Gironde. La Gironde est formée par deux fleuves, vous savez, la Garonne et la Dordogne, qui deviennent une sorte de grands fleuves qu'on appelle la Gironde. Et on dit que la Gironde a un rôle très important parce qu'elle apporte des brouillards à la saison, au mois de septembre, pour la maturation de la vigne sur les coteaux qui sont tout proches, le Médoc, qui est tout proche de la Gironde. Vous voyez, c'est un rôle très important. Et donc, c'est le plus grand vignoble de France de qualité, c'est le Bordelais. Hein. Alors, il y a une rivalité, vous savez, en France entre Bordeaux et la Bourgogne, mais on a beaucoup d'autres vignobles. Donc, sur les territoires français, il y a énormément de vignobles. Même sur la Côte d'Azur, on a des vignobles. Donc, c'est une richesse. Mais vous avez le thé, et je suis tout à fait d'accord qu'il faut développer les parcours à thème sur le thé. Vous avez les thés verts qui sont formidables. Donc nous, en France, ici, on a des maisons de thé qui sont très connues, Daman est très connue, et puis on a l'autre maison de thé, Mariage Frères. Exactement. Donc on a des maisons de thé et des traditions d'importation de thé depuis au moins 200 ou 300 ans, des thés de Chine, vous voyez. Donc je crois que là, on peut dialoguer, hein, je crois que tout à fait. Monsieur. Bonjour. En ce qui concerne la pollution, il y a un aspect qui n'est pas tellement abordé, c'est celui des bateaux de croisière qui utilisent des fioul lourds qui sont des résidus de raffinage souvent et qui émettent des microparticules en quantité importante. Mais ma question concerne un aspect de la mondialisation du tourisme, c'est la constitution de firmes de plus en plus importantes, par exemple pour les croisières, ce qui leur permet de se mettre en oligopole, d'éviter donc en quelque sorte la concurrence, d'avoir une influence plus forte sur les autorités locales pour que les règlements leur conviennent, et aussi d'encourager à ce qu'un pourcentage de plus en plus important des dépenses se fasse sur leur site et à leur profit. Alors, les firmes automobiles aussi ont les mêmes politiques. Je voudrais savoir ce qu'il en est dans le tourisme d'un éventuel mouvement de concentration. Et aussi, une autre question, c'est quelle est la part qui arrive dans les pays assez pauvres de la part des dépenses touristiques? Qu'est-ce qui retombe localement? Parce qu'il semble que dans certains cas, ce soit vraiment assez faible. Merci pour vos questions, parce qu'en fait, il y a trois sujets. Vous avez abordé trois sujets là, parce qu'il y a l'environnement d'une part, il y a la concentration, et puis il y a les retombées touristiques. Alors sur l'environnement, vous avez bien fait de parler de ça, parce que, comme vous dites, le diesel qui est utilisé, le fuel qui est utilisé dans les bateaux de croisière peut être polluant. Et il y a eu des émissions là-dessus. On retrouve beaucoup de choses sur l'Internet, dans les émissions, des vidéos, etc. Je crois qu'il y a eu des choses qui montraient que à l'arrière des bateaux, on peut avoir une grosse pollution. Et en plus, je crois me souvenir qu'il y avait cette remarque que souvent, sur les bateaux de croisière, maintenant, ils mettent un parcours de jogging, parce que les gens, ils aiment bien faire leur jogging, etc. Alors, il y a un parcours de jogging sur le pont supérieur, etc. Donc, il fait 300-400 mètres. Bon, finalement, c'est quand même assez grand, puisque le bateau est quand même très grand. Et les gens pratiquent leur jogging le matin, etc., ou dans la journée. Et en réalité, ils peuvent être contaminés, ils peuvent recevoir les fumées des cheminées, qui sont très polluants. Hein. En fait,
les émissions des cheminées des bateaux sont très polluantes. Donc vous avez tout à fait raison. On a dit aussi un autre aspect. Vous savez que les avions utilisent le kérosène, etc. Et le kérosène contribue à la pollution de l'atmosphère d'une certaine manière. Et ça a été évalué. Et c'est pas tout à fait négligeable, hein. D'ailleurs, vous savez que sur les avions, très souvent, quand on vous émet votre fiche, votre facture et votre carte d'embarquement, etc. Donc, on vous dit l'équivalent de kilos de CO2. Hein. Donc, en fait, il faut savoir que, et vous pouvez même le racheter, hein, vous avez parfois des options qui sont offertes par les compagnies aériennes pour racheter la pollution, pour compenser en quelque sorte, par quelques euros de plus, la pollution que vous produisez en consommant du transport aérien. Le transport aérien réalise de la pollution, bien entendu. Et le transport aérien est très important, puisqu'en fait, c'est souvent le vecteur du tourisme. Donc, cet aspect est parfois négligé. D'autant que le kérosène est souvent est en partie détaxé. Le kérosène paye moins de taxes que les combustibles automobiles. Hein, beaucoup moins. Donc, en fait, il y a une sorte de encouragement, si vous voulez, au transport aérien. Il faut le savoir. Alors, pour ce qui concerne les bateaux, je connais. Alors, les bateaux, effectivement, les croisières, d'abord, les prix d'appel, comme on appelle ça, des croisières, sont quand même assez bas. On remarque qu'il y a des croisières à partir... maintenant, le prix, je ne sais pas, c'est 700, 800 euros, etc. Et évidemment, ce n'est pas les cabines les plus belles pour ce prix-là, c'est clair. Mais vous pouvez faire des séjours touristiques en croisière pour un prix tout à fait bas. Je sais qu'il y avait des croisières à Miami qui étaient presque à 500 euros. Alors c'est peut-être pas les plus belles croisières, c'est peut-être pas les plus belles cabines, mais c'était quand même des prix assez cassés. Pourquoi ? Parce que, en fait, les croisiéristes, les compagnies de croisière se rattrapent, entre guillemets, sur les consommations. Sur les consommations à bord, parce que les gens on les pousse un peu à la consommation. Vous savez, il y a les bars, il y a les restaurants, parce qu'il y a la restauration de base, normalement, est comprise dans le prix du voyage. Mais après, vous avez des extras, on peut appeler ça. Donc, tous les alcools, vous avez aussi le casino à bord. Vous avez des boutiques à bord et de vous encourager à faire des photos à bord, à aller à la boîte de nuit qui se trouve à bord, à faire des consommations, et la compagnie se rattrape là-dessus. Elle se rattrape là-dessus et donc, en fait, elle gagne quand même pas mal là-dessus. Alors, concernant la concentration, je suis d'accord avec vous. Il y a des aspects de concentration, en particulier chez les compagnies de croisière. Les compagnies de croisière ne sont pas si nombreuses que ça. Les grandes compagnies de croisière sont des firmes extrêmement puissantes. Hein. Ça, c'est sûr. D'autant qu'il y a eu des regroupements. Elles ont racheté, par exemple, la Carnival a racheté la Cunard, qui était une compagnie britannique de grand prestige, presque qui remonte au 19e siècle. Ici, en Europe, on a essentiellement deux compagnies les plus puissantes. Hein. C'est MSC. Ce que je sais, c'est que c'est une compagnie qui a son siège en Suisse, à Genève. Alors, c'est amusant parce que pour une compagnie de croisière, avoir son siège à Genève, qui est un pays sans littoral, c'est assez amusant. Mais en fait, c'est une compagnie complètement internationale qui a des capitaux de toutes parts. Et Costa, qui est la plus connue, Costa Croisière, qui était une compagnie italienne, a été rachetée par Carnival. En fait, c'est une sous-marque de Carnival, mais ça reste une compagnie italienne, si vous voulez, dans le sens où ils ont un peu les choses à l'italienne, la restauration à l'italienne, etc. C'est assez sympathique. Et son siège était à Gênes, à côté de Gênes, en fait. Alors, le dernier sujet que vous avez évoqué me paraît très intéressant également, c'est les retombées touristiques pour les pays. Alors, de ce côté-là, il y aurait beaucoup à dire, effectivement, y compris, au fond, dans nos pays à nous aussi, parce que vous avez des organisations touristiques qui sont très puissantes, et donc les retombées ne sont pas forcément très importantes. Disons, j'ai dit qu'il y avait des retombées sur l'emploi. Donc ça donne de l'emploi, mais on va dire que ça donne un emploi pour des emplois de base, des emplois assez peu qualifiés, disons. Enfin, le grand nombre des emplois qui sont produits par le secteur touristique va
se situer plutôt dans les emplois non qualifiés. Les emplois plus qualifiés seront moins nombreux. Donc, vous voyez, il y a une espèce de déséquilibre entre les emplois peu qualifiés et les emplois qualifiés. Et les retombées, d'une façon générale, ne sont pas forcément très importantes dans les pays. Si, par exemple, les hôtels ne sont pas des hôtels qui sont gérés par des nationaux, si c'est des hôtels qui appartiennent à des grandes chaînes hôtelières, eh ben, les retombées seront peut-être relativement faibles. Et après, tout dépend du nombre des petits entrepreneurs, des petits commerçants qui vont bénéficier du tourisme. Est-ce qu'il y aura des guides locaux, des taxis locaux? Tout ça, c'est à voir. Hein, vous voyez, dans des pays de taille moyenne, comme on trouve dans les Caraïbes, par exemple, comme à Cuba, à Porto Rico. Par exemple, à Porto Rico, on remarque que ce sont des grandes compagnies américaines qui sont installées à Porto Rico, essentiellement. C'est Marriott, c'est Hilton, vous voyez, c'est les grandes compagnies comme ça qui ont les grands hôtels. Après ça, il y a des hôtels qui sont peut-être possédés par des portoricains. On va dire oui. Et après, les taxis seront portoricains, d'accord. Mais vous voyez, ce que vous dites, c'est-à-dire la retombée, quel pourcentage retombe vraiment dans l'économie locale et au niveau des petits exploitants locaux, c'est discutable. Voilà, c'est un bon thème. On va peut-être s'arrêter là. On a bien voyagé ce soir. Merci à tous les deux, bravo. Merci pour toutes vos questions aussi, ça a bien enrichi, je pense, la séance d'aujourd'hui. Je voulais juste vous donner quelques petites indications. D'une part, que la séance de ce soir a été enregistrée et sera disponible en ligne d'ici quelques jours sur le site de la BPI, comme toutes les séances précédentes du cycle Enjeux internationaux. Que donc Christian a parlé rapidement, on l'avait pas cité au début, de la publication Images économiques du monde, à laquelle il participe régulièrement et dont la dernière livraison faisait un dossier spécifique sur le tourisme international. Donc je vous invite à la consulter ou à l'acheter. Et que nous avons mis en place à la bibliothèque, avec l'aide de nos collègues, une sélection bibliographique aussi de livres sur le tourisme mondial et actuel. Donc je vous invite à vous rendre à la BPI pour la consulter. Et je vous souhaite une très bonne soirée en attendant les prochains rendez-vous du cycle à la rentrée prochaine. Bonne soirée à tous. Merci.